romanesque, je le reconnais. Et puis c'est pour ça que là, je vous amène dans mon univers, du moins dans l'univers dans lequel je me suis plongée, donc les Fat Studies, pour la présentation d'aujourd'hui. Donc je vous remercie de vous être déplacés, tous et toutes, dans le fond, pour cette communication-là qui risque peut-être d'être la première sur cette thématique-là pour plusieurs d'entre vous. Alors, juste rapidement, à main levée, qui n'avait jamais entendu parler des Fat Studies avant le colloque d'aujourd'hui? Le colloque de OK, parfait, c'est excellent. C'est un peu la mission d'aujourd'hui, de juste en parler dans l'espace public, là, juste faire connaître un peu la thématique, puis après ça, on verra bien où est-ce que ça peut mener tout ça. Alors, juste pour vous dire que moi-même, ça fait juste 2 ans que je sais qu'il y a quelque chose comme les Fat Studies, qui en français pourrait être traduit comme études sur la corpulence, mais je vais revenir sur les terminologies assez problématiques au niveau de la traduction en français, parce que, bref, je vais poursuivre la présentation comme elle se doit, comme ça vous allez tout, je crois que les choses vont être imbriquées de la bonne manière. Alors c'est ça, donc je pense que vous avez aussi bien présenté que c'est pas du tout ma thématique de recherche de thèse doctorale, mais j'ai été dans le fond à la rencontre des Fat Studies dans une de mes questions d'examen de synthèse il y a 2 ans, et je me suis dit, j'attendais d'avoir le bon moment pour ouvrir ces livres-là qui m'attendaient, puis là j'ai dit, bon là, il faut que je crée l'occasion, donc le Figura m'a laissé cette opportunité-là, et je remercie les organisateurs. Et donc, c'est ça, ce mouvement est principalement basé aux États-Unis, donc c'est répandu dans les sociétés anglo-saxonnes, donc au UK, en Australie, au Canada. Un petit peu en Europe en ce moment, mais c'est pas extrêmement significatif. Donc, l'intérêt grandissant pour les injustices basées sur le poids, donc ce qu'on pourrait appeler le weight oppression ou le weightism. Je vais revenir aussi sur les termes. Donc, petite parenthèse, c'est ça, je vais utiliser beaucoup de termes en anglais, des citations en anglais. Je m'excuse à l'avance pour les gens qui sont moins familiers avec la langue. Je vais faire mon possible, mais dans la période des questions, on pourra aller peut-être plus avant avec des traductions. C'est des choses qui ont été moins bien comprises. Alors, c'est un autre aparté. Dans le fond, moi, ce que je vous présente, c'est un peu des résultats. C'est un intérêt, c'est des orientations, c'est des réflexions. Je jette ça un peu comme dans l'espace public. Puis, dans le fond, ça peut peut-être avoir l'air un petit peu de tirer dans toutes sortes de directions, et c'est normal. Et donc, je vous remercie à l'avance de votre compréhension. Là, ce ne sera pas complètement léché comme présentation. Et puis, donc, moi, en tant que féministe, que femme qui vit des contraintes, oui, normatives liées à mon poids et intéressée par les mouvements sociaux liés au identity politics, voilà ce qui m'amène aux Fat Studies. Et je propose donc d'entreprendre dans la communication à partir environ, là, pour le moment, j'ai comme recensé 60 titres à partir desquels donc d'entrée bibliographique à partir desquels, justement, je me suis nourrie pour faire cette présentation-là, mais évidemment, il y en a encore des centaines. Et je me suis limitée aux sciences sociales, donc bien que la littérature dans le champ des sciences de la santé, nutrition, diététique, kinésiologie, médecine, etc., c'est encore plus long, parce que ça fait plus que 70 ans qui parlent, dans le fond, des discriminations basées sur le poids ou des problèmes de poids, mais eux, ils appellent ça obésité. Donc c'est ça, une brève généalogie. C'est ambitieux sur 50 ans. Alors, je vais, évidemment, il va y avoir des trous, hein. C'est ça qu'on s'entend là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est ça, l'institutionnalisation des Fat Studies? En fait, c'est récent, c'est en train de se faire, c'est en émergence, c'est en train de se construire. Et donc, c'est un petit peu, dans le fond, la thématique que je poursuis. En fait, j'essaie de comprendre ce qui se passe, grosso modo. Alors, l'une de mes intuitions de recherche, c'est qu'il existe, dans le fond, des allers-retours avec les courants des fat activism qui existent depuis les années 60 aux États-Unis. Je vais parler de tout ça. Et des Fat Studies. Donc, il y a des allers-retours. C'est pas linéaire, mais en même temps, donc, il y a un constant brassage comme ça. Et donc, j'ai un peu l'intuition aussi que la division du travail universitaire, dans le fond, il essaie de s'imposer comme champ, disons, de recherche légitime, et donc il va probablement avoir des contraintes, des contraintes disciplinaires, des risques aussi de rendre des échanges peut-être un peu plus inégaux entre les groupes, justement, les communautés sur le terrain, et puis, bon, les gens dans l'université. Alors, voilà un peu l'espèce d'intuition que je poursuis. Et donc, l'objectif, comme j'ai dit, c'est un petit peu de faire connaître, finalement, les études sur la corpulence à un public francophone, parce qu'il existe très peu de textes traduits. Et puis, dans le fond, je souhaite aussi recevoir vos commentaires, si jamais il y a des éléments, c'est ça, là, donc n'importe quel commentaire, parce que j'aimerais peut-être publier des notes de recherche, en fait, donc en français, justement, sur ces questions-là, sur la littérature anglo-saxonne qui, dans le fond, est extrêmement riche.
et qu'on connaît très peu. Et aussi, donc, juste pour vous donner un peu une idée du champ de recherche, dans le fond, ça, dans le fond, les Fat Studies, c'est 2008, si on veut un peu reprendre vraiment l'appellation 2008. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la publication d'un Reader en 2009. C'est vraiment comme l'élément clé de où les gens convergent tous vers ça. Tout le monde converge vers ça. Ça, c'est la Bible. Alors, donc, il y a peu d'universités encore qui donnent des cours dans en Fat Studies. Il y a toutes sortes d'appellations possibles qui pourraient être en relation avec les études sur la corpulence, mais bon, il n'y a pas un département en tant que tel. Je pourrais revenir sur certaines universités qui en offrent à la fin dans la période de questions. Sinon, c'est ça, c'est une conférence en Angleterre en 2008 qui a vraiment lancé, là, les gens se sont dit, mais finalement, on tient un phénomène, on vit une réalité, on a des savoirs, faut faire connaître ça au monde parce que nous, on souffre de cette condition-là, puis on veut que ça change. Alors, justement, en langue française, ben, juste pour vous donner un peu une idée, c'est que le mouvement critique qui dénonce l'oppression du poids, ben, c'est surtout, c'est ça, ils appellent ça la corpulence, là, ils appellent pas ça fat, qui voudrait dire gras, gros, graisse, donc c'est plus, ça connote quelque chose de vraiment pas politiquement correct, donc c'est la corpulence, ou encore l'obésité, ou encore, bon, les questions d'alimentation, etc., donc des titres comme par exemple Le corps désirable de Saint-Paul en 2010, sinon... des tendances, par exemple, par rapport aux indicateurs de santé ou des études un peu socio-démographiques. Il y aurait Jean-Pierre Poulain avec Sociologie de l'obésité en 2009. On voit que c'est récent quand même. Ou encore Georges Vigarello, un historien qui a fait un ouvrage grand public qui s'appelle Les métamorphoses du gras, au moins il met gras, 2010, du Moyen-Âge au 20e siècle. Puis c'est vraiment le trope de l'obésité par lequel lui il rentre, par contre, même s'il appelle ça les métamorphoses du gras. Plus près de nous, ben, je veux juste souligner le travail de Geneviève Rail, professeur associé à l'Institut Simone de Beauvoir à Concordia, qui travaille sur la construction, dans le fond, des perspectives sur le corps et sur la santé, notamment. C'est ça, des perspectives féministes, évidemment, mais bon, aussi des personnes racisées, puis des personnes LGBT, et puis qui s'inscrivent vraiment dans la lignée de l'esprit des Fat Studies. Alors, voilà pour un petit portrait comme ça. Alors, les flèches, c'est comme ça? OK. Alors, c'est ça, moi, j'espère que je ne vais pas prendre trop de temps. En fait, il va falloir me le dire, puis je couperai dans la présentation au besoin. Donc, j'ai fait une mise au point de terminologie. Le problème du poids, dans le fond, à partir des théories, des pratiques des Fat Studies, le Fat Acceptance Movement, qui dans le fond, qui est précurseur au Fat Studies. S'il n'y avait pas eu de Fat Acceptance Movement, il n'y aurait pas de Fat Studies. Puis l'émergence du champ, puis j'ai vu une petite citation parce que je la trouve bien sympathique, puis je trouve que ça donne un peu l'esprit ludique et combatif, et voilà, donc say it loud, say it proud, fat, fat, shake your belly 3 times, and there you're at home, in your body, free from the guilt and the shame, the stress and starvation, and the self-hatred. Voilà, et ça c'est tiré de ce livre, qui est aussi un genre de livre où ce que tout le monde dit « Ah oui, c'est tellement formidable! » Parce que Marilyn Monroe, ce qu'elle a fait, ça a publié en 98, c'est donc toutes sortes de billets de blog qu'elle a dans le fond publiés, puis ça a parti, disons, une grande popularité. Et voilà, donc nous partons sans plus tarder dans cet univers. Donc, fat versus obèse, obésité. Juste une petite mise au point, c'est ça. Il y a beaucoup de terminologie, là, c'est comme des néologismes, toutes sortes de choses qui apparaissent comme ça, comme je vais les dire très rapidement, mais bon, fatness, qui pourrait être traduit comme adiposité ou corpulence, ou on ne sait pas trop. Fatphobia, qui pourrait être adipophobie, lipidophobie ou grossophobie. Ça, le dernier, je suis vraiment pas sûre, mais bon. Fat bodies, comment on pourrait dire ça en français? Les corps gros? Non. Les corps corpulents? OK, mais c'est pas vraiment fat. Fat, c'est vraiment une insulte. Alors, on est un peu comme... Ouais. Weight bias ou fat bias, ou c'est ça, biais de poids, discrimination sur le poids, on ne sait pas trop. Sizeism, ça c'est la discrimination basée sur les tailles. Weightism, discrimination basée sur le poids, OK. Weight-based discrimination, discrimination basée sur le poids, ça c'est simple. Fat Acceptance Movement, mouvement d'acceptation des gros, non. Mouvement d'acceptation des personnes corpulentes, voilà, ce genre de petites questions comme ça. Moi, je ne suis pas terminologue, donc si jamais il y en a dans la salle, vous pouvez peut-être m'aider. Sinon, ben, ça fait juste partie des réalités d'aborder ce champ-là. Donc, pour éviter de trancher, moi, je vais me référer à FAT le plus souvent possible parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent que je trouve satisfaisant. Et puis donc, ce qui est question, dans le fond, de reconnaître à travers, disons,
le découplement de tous ces termes-là, c'est que dans le fond, on essaie de décrire des réalités, puis chacun y va un peu de son imagination et de comment est-ce que la personne perçoit cette oppression-là qui est, par exemple, dans le fond, parce que le projet qui est derrière ça, les Fat Studies ou le Fat Acceptance Movement, c'est l'idée de reconnaître, de faire émerger un sujet de connaissance, qui serait le Fat Body ou Fat Bodies, donc qui vit directement l'expérience de la domination, et couplé à un projet politique qui serait une lutte pour l'émancipation qui implique différentes approches, entre autres la fin de la domination de l'idéal de santé basé sur le poids, donc l'association entre poids et santé, qui va juste dans un sens, là. Puis l'acceptation de la santé à tous les poids, qui c'est aussi une espèce de leitmotiv, qui pourrait un peu décrire le projet qu'il y a derrière ça en termes très simples. Donc, préciser à ce moment-là aussi, peut-être revenir sur, bon, fatphobia, ça c'est clair, je l'ai dit, fat shaming, ben, c'est un peu, dans le fond, la résultante de la fatphobia. On a peur du gras, on le démonise, on voudrait surtout pas être contaminé par cette maladie-là, fait que, ben, ceux qui le sont, ben, c'est pas pour vous, hein, c'est vraiment pas évident, même moi, si j'étais comme ça, il me semble que je serais pas. C'est ça, la honte qui est portée par les individus qui sont devenus, dans le fond, qui portent le stigmate d'être gros. Alors, ou ben, de ne pas être gros, mais d'être perçu comme gros, ou qu'eux-mêmes se perçoivent comme gros. Donc, il y a toutes les questions de perception sur lesquelles on va revenir, puis de la subjectivité, justement, du sujet qui fait l'expérience de l'oppression. Alors, puis c'est ça mon titre, dans le fond, quand j'y ai repensé, ben, premièrement, il y a deux choses que je voulais dire. C'est que j'ai dit le corps gros, penser le corps gros, mais justement, c'est pour mettre l'emphase sur l'essentialisme qui existe par rapport à, par exemple, la femme, l'autochtone, ben, le corps gros, comme si cette chose existait. Et puis l'autre partie, dans le fond, du titre, c'était, et ça, je voulais juste faire une nuance, c'est que j'ai l'air de dire, il y a un raisonnement linéaire ou causal entre la Fat Acceptance Movement, puis regardez, là, ça donne des Fat Studies. Non, il y a du mouvement là-dedans, puis il y a de l'interpénétration de savoir, puis de pratique, puis donc je voulais juste préciser ça avant de continuer. Puis dans les Fat Studies, évidemment, puis dans le Fat Acceptance Movement aussi, il y a les dimensions intersectionnelles, très inspirées, c'est ça, des études féministes, bon, et des études critiques anti-oppression, qu'on on peut appeler aussi désigné par Fat Politics dans ce cas-ci, mais donc qui fait le croisement de genre, classe, ethnicité ou processus de racialisation, queer, donc identité sexuelle, orientation sexuelle, puis capacitisme, donc être capable de trois petits points là, qui prédominent dans nos sociétés néolibérales et post-industrielles. Bon, alors, qu'est-ce que les Fat Studies? Oui, et je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire sur FAT, en fait. Les Fat Studies, dans le fond, ce qu'elles font, ils ont comme des statements, ils ont des croyances, là, justement, c'est que les Fat activistes, ils réfutent l'usage de l'obésité, ça c'est quelque chose d'important que je ne l'ai pas dit, parce qu'ils veulent marquer une rupture avec la logique de pathologisation qui est omniprésente dans les discours sociaux, justement dans les discours médicaux plutôt, au sujet du gras. Donc ils veulent s'extirper de la logique du paradigme de recherche justement des sciences médicales, là, puis ils disent non, nous, on fait quelque chose de complètement différent, on ne parle pas du tout de la même affaire, nous, voilà notre projet d'émancipation, projet de reconnaissance, projet etc. Et donc, les fat activistes aussi rejettent la notion de poids. Là. Donc, j'ai surpoids en bon point, je les ai rayés parce que pour eux, dans le fond, overweight, underweight, normal weight, c'est toutes des expressions qui suggèrent qu'il y a un idéal, puis donc ça serait, qui serait donc non déviant. Cet idéal-là ne serait pas déviant. Et tout le monde devrait aspirer à ça. Donc, on pourrait s'entendre pour minceur, poids idéal, ou des expressions qui sont tout aussi problématiques. Puis, donc, je pense que pour le moment, ça va aller. J'avais d'autres choses à dire, mais on pourra peut-être revenir dans les questions parce que j'ai l'impression que de toute façon j'ai trop de choses à dire. Fait que je vais continuer. Mais si vous avez des questions sur ça va me faire plaisir, puis je suis pas sûre de pouvoir nécessairement répondre. Donc, les Fat Studies, qu'est-ce que c'est dans le fond? Il y a une petite définition ici par Esther Rodblum, qui est vraiment, disons, la personne centrale des Fat Studies, du mouvement d'institutionnalisation des Fat Studies, je devrais préciser. Alors, elle dit Fat Studies is a field of scholarship that critically examines societal attitudes about body weight and appearance, and that advocates equality for all people with respect to body size. Elle poursuit, Fat Studies scholars examine why Western cultures are currently preoccupied with people in the United States, regardless of their own weight, have strong negative attitudes toward fat people, and the stigma of weight is particularly apparent for women. Ça, c'est une constante, ça revient tout le temps. C'est très, très près des Women's Studies, mais ça fait aussi partie des débats. Mais il y a toujours la dimension, évidemment, du genre, en tout cas dans toutes les publications, ça revient tout le temps. Et qu'est-ce qu'ajoute Marilyn Wan, celle qui a écrit justement ce livre et qui signe la préface du Reader ici, que je pourrais faire circuler à la fin aussi.
Elle dit Fat studies is defined in part by what it is not. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par là? On va aller voir qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit, for example, if you believe that fat people could or should lose weight, then you're not doing fat studies. You're part of a billion weight loss industry. Après ça, elle poursuit. If you believe that that being fat is a disease or that fat people cannot possibly enjoy good health or long life, then you're not doing fat studies. Your approach is aligned with obesity. Researchers, bariatric surgeon, public health official who complex that profit for dangerous attempt to cure people with bodily differences. Elle insiste là-dessus, puis même dans son livre, parce que dans le fond, c'est que toutes les diet pills, on sait que c'est extrêmement nocif pour le corps et les personnes qui sont parmi les plus susceptibles de poursuivre des diètes à répétition dans leur vie, c'est les personnes qui se considèrent ou qui sont pointées du doigt comme étant des personnes qui ne répondent pas justement aux critères normatifs esthétiques et d'aider du poids santé. Et donc, ils mettent leur santé à risque très souvent dans des pratiques justement de starvation, jeûne et tout ça, et donc il y a vraiment une souffrance qui est associée à ça, donc elle veut vraiment le souligner. Elle poursuit, if you believe that thin is inherently beautiful or fat is obviously ugly, then you're not doing fat studies work either. You're instead in the realm of advertising, popular media, and in other words, propaganda. Voilà ce qu'elle dit. Alors, on va poursuivre. Oh, c'est comme la surprise. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, les fat studies is a radical field in the sense that it goes to the root of weight-related belief system. Parce que c'est ça qu'elle veut mettre à jour. Elle, un peu comme notre collègue ici nommait tout à l'heure, il y a une croyance. La croyance, c'est quoi qui est à la base de la discrimination? C'est l'idée que oui, le gras c'est mauvais, que tu vas mourir, etc. Mais c'est aussi qu'il y a une liberté de choix. Donc, si tu voulais, c'est une question de volonté. Le poids humain est une variable qui se négocie si on en a la volonté. C'est ça la croyance qu'il y a derrière. Et qui justifie justement le stigma social tellement négatif à l'égard des personnes qui seraient plus corpulentes, disons. Donc, fat people, je vais le dire. Voilà. Alors, les fat studies, eux autres aussi ont leur croyance. Leur croyance, c'est quoi? C'est que le poids, comme la taille, est une caractéristique humaine qui varie à travers une population en fonction des âges, de la vie, des prédispositions, de l'environnement, comme l'alimentation, l'exercice. En résumé, les études sur la corpulence sont sceptiques des croyances qui veulent que le poids tue soit dangereux. Donc, c'est une espèce de... Voilà. Ils s'outillent pour aller répondre aux gens qui leur disent qu'ils sont inadéquats. Oui, c'est ça. Je vais terminer cette chose ici, oui, avant d'aller au tableau. Alors, une petite note sur l'épistémologie parce que bon, je trouve ça intéressant. Puis, je trouve que justement, les communautés des fat activistes, les communautés de chercheurs, ils font quelque chose, mais ils ne disent pas vraiment. Surtout les chercheurs, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'ils s'inspirent beaucoup des feminist standpoint theory, donc des théories féministes sur le point de vue situé, qui visent dans le fond à analyser, à critiquer les relations entre les expériences vécues, embodied subjectivities par exemple, et les effets des relations de pouvoir, comment que les savoirs sont produits à l'intérieur de relations de pouvoir justement. Donc ça c'est une chose par exemple qui pourrait peut-être être clarifiée éventuellement de toute manière, bon, peut-être que ça a déjà été fait, c'est juste que je ne l'ai pas lu non plus, mais c'était juste un petit clin d'œil à comment est-ce que ce champ-là peut même s'organiser, donc d'avoir des principes, des méthodes, des théories, parce que c'est ça qu'appelle une formation d'une espèce de... Même si ils ne seront peut-être pas formés en discipline, mais au moins un champ de recherche, ça invite à penser ces choses-là. Et donc je vous montre le tableau. Ça, c'est un tableau qui est fort intéressant, en fait, parce que le problème du stigmate, en fait, c'est que quand on se questionne à comment se construisent les prescriptions par rapport au poids ou comment même la discrimination basée sur le poids peut persister parce que, hey, c'est vraiment pas drôle, là, on devrait pas faire ça parce que c'est pas vraiment gentil, puis dans le fond, les gens ont pas de vivre, bon. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on maintient ce système-là de discrimination, puis comment est-ce qu'il peut se reproduire dans le fond? Il y a Abigail Sagi qui propose une synthèse intéressante justement des cadres de perception, donc liés à la graisse, au fat. Donc, dans son livre What is wrong with fat, que j'ai ici aussi, mais qu'il n'est pas si joli à regarder. Donc, j'ai relevé quelques éléments d'un de ces tableaux, justement. Donc, si on regarde des types de cadres, de problématiques, finalement, par rapport au gras, qu'est-ce que ça pourrait être? Immoralité, vision médicale, vision de la santé publique, il y a une crise de l'obésité, l'idée de la santé à tous les poids, l'idée de la beauté, de l'esthétisme, puis des fat rights.
des droits des personnes corpulentes. Alors, qu'est-ce qui irait, là, vous pouvez lire par vous-même, il y a peut-être une des rangées que vous vous sentez plus interpellé, là, parce que tout le monde a un peu, on n'a comme pas vraiment le choix de se positionner un peu par rapport à ces différentes colonnes-là, en tout cas, moi, c'est mon feeling. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait de... Ça serait quoi le problème avec le gras finalement? Ben, l'immoralité, ça serait que ces gens-là se contrôlent pas. C'est des gens paresseux, ils savent pas se contrôler, ils sont gloutons, tu sais. Fait qu'il faudrait juste qu'ils se contrôlent. Il faudrait qu'ils se contrôlent parce que, tu sais, c'est mauvais pour eux autres, là. Médical. Bon, ben, un excès de poids, ça amène tel problème de santé, tel autre problème, tel autre problème. Il faudrait que, dans le fond, on prenne une voie médicale de chirurgie ou autre pour que vous atteigniez la santé. Public health. Il y a vraiment de plus en plus de personnes obèses. On le voit ici avec l'IMC, là. Il faudrait réduire l'IMC dans le problème de la population parce que ça va nous coûter cher, là, en santé. Health at Every Size, qui est comme une philosophie, là, dans le fond, un modèle qui a émergé dans les années 60. J'allais y revenir, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais si vous avez une question à la fin, je n'ai pas le temps d'en parler. Donc, c'est l'idée que, dans le fond, c'est une question d'apprentissage. Il faut apprendre, dans le fond, à bien manger, puis il faut, dans le fond, bien trouver des espaces pour faire de l'exercice pour notre body size. Alors, c'est la vision de la santé, mais comme revisiter un peu trop, c'est un peu une espèce de réforme, il faut sensibiliser les gens. La beauté, bon, évidemment, si on la connaît, et fat right, ben là, à ce moment-là, c'est vraiment, qu'est-ce qu'il y a de mal, qu'est-ce qu'il y a de problème avec le gras? C'est qu'il y a de la discrimination basée sur le poids. Qu'est-ce qui a besoin d'être combattu? La discrimination basée sur le poids, il faut que ça change, qu'est-ce qu'on veut? Des droits égaux. Donc, voilà, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui va avec, dans le fond, qu'est-ce que ça appelle, ce cadre de problématiques-là? Dans le fond, ça appelle une réponse. Il va falloir accélérer, il me reste 5 minutes? À peine. OK, donc qu'est-ce que ça appelle, dans le fond? Ça appelle un blâme, ça appelle une responsabilité. Qui est-ce qui est responsable? Bon, on voit ici un petit tableau qui est bien sympathique, mais mettons qu'on regarde la dernière rangée, ou l'avant-dernière, la responsabilité personnelle. Ben, c'est ta responsabilité personnelle. Fumer, tu vas être malade, ça va coûter cher, c'est pas bon fumer. OK, c'est pas bon manger trop, c'est pas bon. OK, donc. Socioculturel, environnement, bon, mais dans le fond, c'est parce que c'est ça, ils sont pauvres, ils savent pas comment manger, ils mangent leurs émotions parce qu'ils ont été victimes de ci puis de ça dans leur vie, puis dans le fond, c'est qu'il faudrait qu'on fasse de l'éducation parce qu'en plus, c'est ça, il y a la surconsommation, etc. Donc, l'idée de société de consommation qui rentre dedans, les arguments qui rentrent dedans. Dans le biologique, évidemment, c'est la question de la biogénétique, comme la taille, c'est quelque chose qui est donc vu comme un indicateur, là. Je vais revenir sur des genres de campagnes qui sont faites par le Fat Acceptance Movement que j'ai pas le temps vraiment de parler, mais donc qui expriment la dévalorisation du corps gros, puis justement le fat shaming qui vient avec comme renfort de réponse à tu es inadéquat. Et donc ça c'est une campagne publicitaire Strong for Life in Children Healthcare in America qui était dans l'État de la Géorgie en 2011-2012. Puis on voyait des enfants, c'est ça qui était considéré comme corpulents, puis il y avait des messages en warning, chubby kids may not outlive their parents. Big bones didn't make me this way, big meals did. Fat kids become fat adults. Alors ça, c'est la chose qu'il ne faut pas devenir. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu une réponse ici du fat positive? Voilà la campagne I stand or we stand. C'était vraiment l'idée de stand comme norme, standard, dans le fond, standard pour norme, et stand comme se tenir debout. Donc voilà, fat positive. Fat affirmative politics, puis aussi encore for shaming bullies. Not fat kids, awesome doesn't have a size. Puis on voit ici encore une fois une photo de quelqu'un qui fait de l'exercice, qui est en forme, voilà, et qui s'exprime de cette manière-là. Et donc c'est l'idée, fat is beautiful, fat is consistent with health, and fat is a basic right claims. Donc c'est une question justement de droits égaux et de justice sociale. Et par rapport aux droits civiques, justement, d'affirmation, que j'ai même pas pu faire ma généalogie, je suis vraiment désolée. C'est que déjà, juste d'expliquer les concepts, c'est... Voilà, je m'excuse pour ça. Puis si vous avez des questions, je pourrais juste dire qu'il y a le Fat Acceptance Movement, qui se divise entre autres dedans disons, une vision plus réformiste comme Health at Every Size, la santé à tous les poids. Puis il y a aussi un mouvement vraiment plus contestataire, vu comme plus extrême, comme le Underground Fat Movement, puis qui était dans le fond plus un moteur de fierté, de revendication, comme le Fat Power, ça existe. Et donc, je vais conclure là, mais voilà, tant de choses à dire et même pas parler de l'institutionnalisation des festivités. Donc j'ai manqué ma shot, mais c'est pas grave. Je vais me poser des questions.